Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la ligne de front. On l'a appris hier, l'ancien ministre Tchéblé Dramé a été nommé conseiller spécial auprès du président de la République, chargé de coordonner les négociations avec les mouvements armés. Cela est une main tendue de la République du Mali envers ceux-là encore qui hésitent à faire la paix avec notre République. Une chance de faire la paix étant entendu que notre pays restera un et indivisible. À compter du 1er juillet prochain, la MINUSMA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, va prendre le relais de la MISMA, une mission essentiellement focalisée sur la stabilité du Mali. Plusieurs aspects sont pris en compte, qu'ils soient politiques, civils, militaires et surtout de défense du patrimoine culturel. 11 200 militaires et 1440 policiers seront mobilisés sur toute l'étendue des régions nord du Mali avec comme mission, on l'a dit, la stabilité de notre pays. Sira Bachili a approché le chef intérimaire de la MINUSMA, David Gressly. Ici, suivons leur entretien. Vous êtes le chef intérimaire de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali. On veut surtout savoir en quoi consiste cette mission concrètement. C'est une mission de stabilisation. Ça veut dire qu'on veut avoir une stabilité, une sécurité, surtout dans les grandes villes du nord du pays, qui va donner l'opportunité pour un retour de l'administration, un retour des services de base, un retour de la population aussi, et finalement une relance économique dans cette partie du pays. Il y aura un aspect civil qui va s'occuper du côté politique, surtout de donner un appui pour la feuille de route, pour la transition, y compris le dialogue, la réconciliation, le processus électoral, ça c'est déjà très important. Aussi pour le côté, pour la promotion des droits de l'homme, aussi une contribution pour créer un environnement propice pour l'action humanitaire. Tout ça fait partie de notre mandat. Mais il y a aussi un aspect militaire et un aspect policier. On va avoir à peu près 11 200 militaires sur le terrain et à peu près 1440 policiers pour donner cette stabilité dont je viens de parler. Monsieur Gressly, il y a un aspect qui n'est pas habituel aux Nations Unies, c'est l'aspect sauvegarde du patrimoine culturel. Et pour le cas spécifique du Mali, vous avez songé à cet aspect. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Tout ce qu'on a vu pendant l'occupation, où on a détruit les sites, où on a détruit les manuscrits comme à Tombouctou, a touché pas seulement la population ici au Mali, mais aussi tout le monde à partir de tous les pays du monde, quoi. Donc je crois que c'est très important et je suis très content de l'avoir dans la résolution. Ça nous donne le mandat de travailler avec le gouvernement pour protéger ces mêmes sites culturels, ces mêmes manuscrits, pour que ce qui s'est arrivé n'arrive jamais encore. Est-ce que la MINUSMA va opérer avec l'armée malienne ou bien comment est-ce que tout cela va se passer? En fait, actuellement, il y a avec l'armée malienne, il y a la force française et d'autres forces ici, surtout la MISMA, qui est une force de l'Union africaine. Ce qu'on attend d'ici le 1er juillet, c'est la transformation de cette force MISMA en une force MINUSMA, une transformation. Actuellement, ils ont 6 000 effectifs sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'avec ces effectifs qui sont déjà là, on doit ajouter à peu près 5 000 soldats en cours pour compléter la force onusienne. Donc, la première étape, c'est la transformation de ces contingents qui sont déjà là. Et après, on va avoir une augmentation de d'autres contingents qui viennent de d'autres pays, pas seulement de l'Afrique, mais partout du monde, quoi. Vous le savez aussi, le général nigérien Yaya Garba nous a quittés il y a quelques jours. Ses frères d'armes, particulièrement ceux qui ont partagé avec lui en seulement 4 mois de mission la formidable montée en puissance de la MISMA, ses amis, ses proches, sont sévrés à jamais de sa chaleur humaine, de son sens de partage, de son humilité, adossée à une courtoisie au-delà
au-delà de tout éloge et de son humour bon enfant. Tel fut l'homme, tel fut le soldat, tel fut le serviteur de l'Afrique ici au Mali. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Débarrasser la ville de Gao de tous les résidus déposés par les occupants, voilà ce à quoi s'attellent les hommes et les femmes de la cité des Askia depuis quelques semaines. Une façon pour eux d'épauler la mairie qui vient de reprendre ses activités dans ses missions de tous les jours. Drissa Kone. 4 mois après la libération de la ville de Gao, les populations veulent joindre l'utile à l'agréable en initiant l'opération Gao Ville Propre. Pour la rendre opérationnelle, des hommes, des femmes et des jeunes s'organisent dans les quartiers pour nettoyer et embellir toutes les grandes artères de la ville. Dans notre quartier, quand même, il n'y a pas un endroit, même au bord des fleuves, on a balayé. Dans les escombres, les écoles, les marchés, on a tout balayé. Sur chaque goudron, il y a un groupe. Nous voulons aller jusqu'au bout. C'est pour nettoyer toute la ville. Chaque week-end, les femmes sont dans les rues pour balayer. Les édifices de l'État et les lieux publics mis en ruine par le MNLA font partie de cette opération. Ce travail est qualifié d'acte de citoyenneté. Pour relancer les activités des femmes, il faut tout de suite assainir la commune. Il y avait les services cassés un peu partout, dont nous avons commencé par ces services, à savoir le gouvernorat dont on a fait 3 semaines là-bas. L'AM, on a fait 1 semaine là-bas. Et le goudron, ça fait notre 2e tour aujourd'hui que nous sommes sur les routes bitumées comme ça. Donc on s'est dit que c'est une manière de remplacer les services de l'État, à savoir la direction de l'assainissement, la mairie de Gao. La propreté de la ville ne se limite pas au seul nettoyage, loin s'en faut. Il y a ceux qui ont décidé de remplir les nids de poules créés sur les voies publiques. Une manière pour eux d'épauler la mairie qui vient juste de reprendre ses activités. Cette campagne d'assainissement restera en vigueur jusqu'à ce que Gao soit totalement débarrassé des traces des groupes qui l'ont occupé pendant 10 mois. L'agression de notre pays a mis à rude preuve le patriotisme des Maliens. Dès lors, il apparaît nécessaire de rappeler les symboles de la République. Tidjane Koulibaly, un cadre du mouvement pionnier, s'en est chargé. Il a élaboré un guide sur la connaissance de ces symboles. Ici, sur la ligne de front, il explique aux jeunes Maliens, à nos enfants, les symboles de la République. Il est au micro d'Alfseni Touré. Si on blesse l'arbre, ça saigne. Donc ce qui est arrivé au Mali n'a laissé aucun bon Malien indifférent. Donc j'ai été meurtri dans mon corps et dans mon âme. J'ai dit pourquoi cela est arrivé. C'est peut-être une faute qu'on a nous tous. J'ai réfléchi et j'ai dit que, avant de regarder loin là, regardons sous nos pieds là. Les symboles qui font la fierté de ce Mali là, est-ce que les Maliens connaissent ces symboles? 1. De 2. Est-ce que ces symboles-là sont respectés comme on le doit? Voilà ce qui m'a poussé à faire des recherches et à vouloir publier ce manuel-là qui porte sur les symboles, la compréhension, la connaissance et la compréhension des symboles de la République. Donc ces symboles-là, nous pouvons les en citer. Il y a d'abord la devise nationale qui est, n'est-ce pas, stipulée dans la loi fondamentale, article 25, qui parle de la devise du Mali. Il y a le drapeau national ou l'emblème national, il y a l'hymne national, le Mali, il y a le sceau, il y a les armoiries. Ça, c'est en gros les symboles constitutionnels de l'État du Mali. Bien, camarades, le drapeau national, c'est une loi qui a créé ce drapeau-là. Cette loi-là, la loi 61-24, elle est depuis 61. Et ce drapeau est composé de 3 bandes verticales égales, vert, or, rouge. Je dis bien aux Maliens, on ne dit pas jaune, on dit or, c'est l'or. Eh bien, maintenant, ce drapeau est d'esprit panafricaniste. Quand nous regardons le drapeau éthiopien, vous savez que c'est l'Éthiopie qui a été la première république indépendante. Le drapeau, c'est en bande horizontale, tandis que le Mali, c'est en bande verticale, aussi bien comme le drapeau du Sénégal. Seulement la différence est qu'au milieu du drapeau du jaune, de l'or sénégalais, il y a une étoile verte. Bien, qu'est-ce que le citoyen malien doit observer comme respect à ce drapeau-là?
Vous savez, quand il y a eu le déclenchement des hostilités, tu as vu qu'il y a eu des nouveaux métiers, des confectionneurs de drapeaux. On coule les drapeaux n'importe comment pour avoir de l'argent. Mais la règle n'est pas. Maintenant, qu'est-ce que chacun de nous doit faire? Toi, en tant que citoyen lambda, moi, en tant que citoyen lambda, j'ai dit que nous devons nous refondre dans l'article 1 de la loi des pionniers qui dit le pionnier aime ses parents et se dévoue à son pays. Le premier citoyen, son bonjour pour son pays, c'est d'assister à la montée des couleurs chaque matin. Et chaque soir, assister à la descente de ces couleurs. Ça, c'est d'abord le b.a.-ba que chaque Malien doit connaître. Ça, c'est dans les pays communistes. Ça, c'est... Non. Chez toi, connais-toi toi-même. Ce drapeau-là, ce n'est pas pour la France, ce n'est pas pour un pays communiste, c'est pour le Mali. Et la malianité se sent dans ce drapeau-là. Maintenant, quelqu'un qui se tape la poitrine, qui se dit malien, il ne respecte pas la couleur, est-ce qu'il est malien? Quelqu'un qui se dit malien, il tape la poitrine, on chante l'hymne national, il reste là assis, prendre du thé, est-ce qu'il est malien? Donc il faut qu'on revienne sur terre. Je dis ça aux jeunes, quand on leur dit de chanter les 4 couplets de l'hymne national, ils ne savent pas chanter. Donc vraiment, il faut qu'on revienne sur terre. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien monsieur, la question est très bonne. À commencer par le terme ici, on doit voir le drapeau, parce que c'est l'État, la présence de l'État se sent par ce drapeau-là. Vous voyez, quand nos ennemis là sont venus, leur première action c'était de faire descendre le drapeau et de monter leur heure. Cela veut dire qu'ils nous ont arrêtés, nous sommes esclaves. Donc, pour montrer que c'est l'État qui existe, on doit d'abord sentir le drapeau. Mais le drapeau qu'on plante, ce n'est pas ni pour le directeur ni le planton. Chacun doit y mettre son sien. Mais regardez dans le service. Vous voyez qu'il n'est même pas normal que le drapeau fasse la nuit au Mans. C'est une insulte. Il est aberrant et insultant qu'on voit des gens qui s'habillent avec le drapeau national. Donc nous lançons un appel vibrant à nos supporters. Peut-être ils ne le savent pas. On peut supporter l'équipe nationale sans pourtant faire du drapeau un habillement, parce que c'est une loi qui crée le drapeau. Autant bien une loi a créé l'hymne national du Mali. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Le gouvernement italien, malgré qu'il traverse un moment très difficile, vole au secours de l'ensemble des Maliens. Il a collecté en nature 150 tonnes de matériel et de consommables médicaux. Outre ces matériels, la Croix-Rouge italienne et la Commission nationale samarinaise pour l'UNICEF, 2 institutions humanitaires, ont apporté 2 chèques de 2 millions de francs CFA. La cérémonie de réception s'est déroulée à l'aéroport international de Bamako-Sénou en présence du ministre de la Santé. Garibou Pérou était là pour la ligne de front. Cet avion cargo transporte 150 tonnes de matériel et de consommables médicaux. Ce sont les contributions du gouvernement italien et des institutions humanitaires dans la gestion de la crise malienne. En plus de ces matériels, 2 chèques de plus de 3 millions de francs CFA ont été reçus par le gouvernement du Mali. Les Italiens ont été profondément choqués, voire traumatisés par la violence inhumaine pratiquée par les terroristes sur la population. Il popolo italiano è stato scioccato dall'invasione del Mali da parte dei terroristi jihadisti e dai... Le peuple italien a été choqué par l'envahissement du territoire, par les terroristes, les djihadistes, par la violence exécutée sur la population civile et par la destruction de son patrimoine culturel. Cette délégation italienne marque les liens d'amitié entre nos 2 pays. Elle facilite la reconquête totale du pays et la reconstruction du Mali illustre cette forme de coopération. La mia missione in Mali è consegnare Ma mission, c'est d'amener un don de la République italienne à la République malienne pour tous ceux qui en auront besoin, surtout les réfugiés, les familles des militaires tombés sur le champ de guerre. Et delle famiglie dei militari. Malgré que nous sommes très loin réellement de la patrie, nous nous sommes organisés avec le consul honoraire du Mali et l'ambassade du Mali. Et nous avons invité à toutes les organisations de venir en aide afin que nous puissions nécessairement faire quelque chose pour le Mali. Avec le consul honoraire, on lui a demandé vraiment de plaidoyer auprès du gouvernement italien. Alors, avec son appui,
avec son courage, vraiment, il est venu à nous donner un coup de main. Et c'est cela qui a résulté réellement, alors, le don qui est venu ce jour-ci. L'hôte du jour, João Franco Rondello, s'est félicité de l'élan de solidarité que le monde entier a manifesté et continue de manifester en faveur du Mali. La crise du Mali n'est pas seulement une crise malienne, ça a été une crise commune de la communauté internationale car ça a mis en cause les droits de l'homme, la démocratie. C'est une bataille pour toute la communauté internationale pour la reconstruction de ce pays. L'Italie et le Mali partagent plusieurs valeurs en commun. Il s'agit des valeurs de la démocratie, de la tolérance et de l'amitié. Ce geste concret de solidarité va alléger la dramatique urgence humanitaire que le Mali traverse actuellement. Les résidents du foyer Bara à Montreuil, c'est en France, offrent environ 5,3 millions de francs CFA à l'effort de guerre. La contribution a eu lieu ce week-end à Paris. Cette somme est la première tranche d'une collecte qui se poursuit. Le geste a été salué par le maire de Montreuil et le consul du Mali, Mangal Traoré, à Paris. Le foyer Bara en France est considéré comme le quartier général des Maliens. N'est-ce pas, Mme Konaté? Rue Bara, vitrine du Mali à Paris. Pour les résidents de ce foyer, pas question de rester en marge de la reconstruction du pays. 8 160 €, soit 5 344 800 francs CFA, c'est la première tranche d'une collecte qui se poursuit. La somme a été présentée au maire adjoint de Montreuil et au consul du Mali à Paris. Les deux personnalités ont salué ce élan de solidarité qui témoigne, s'il en était besoin, l'attachement des résidents du foyer Bara à leur patrie. Le maire adjoint de Montreuil, Claude Reznik, et Mangal Traoré, consul du Mali à Paris, ont également félicité et remercié les résidents du foyer Bara pour l'assistance qui ne cesse d'apporter aux 500 jeunes venus de Libye via l'Espagne et l'Italie. Le cas de ces jeunes fait actuellement l'objet d'intenses concertations entre autorités maliennes et françaises en vue d'apporter une solution définitive. Conçu initialement pour 418 personnes il y a 30 ans, le foyer Bara accueille aujourd'hui plus de 1000 résidents permanents, essentiellement des Maliens et des Mauritaniens, auxquels s'ajoutent les 500 jeunes récemment arrivés qui dorment tous dehors. Dans le cadre des contributions à l'effort de guerre, nos compatriotes maliens résidant à Sévran, toujours en France, au foyer Sévran, Aftan et foyer ADP dans la banlieue parisienne offrent 3 000 € environ, soit 2 millions de francs CFA aux blessés de guerre. La cérémonie de remise de dons symbolique mais patriotique a eu lieu ce jeudi à la polyclinique des armées de Kati. Le geste contribue à l'amélioration de la prise en charge des blessés admis dans les structures de santé de Bamako et de Kati. L'appui a été hautement apprécié par les autorités de la polyclinique chargée du suivi médical de nos blessés de guerre. Enfin, l'invité de ce numéro est Azarok Ag Inaborchad. Il est le deuxième vice-président de la plateforme des cadres et leaders Keltamachek pour la paix et l'unité nationale du Mali. La réconciliation nationale, la lutte contre la stigmatisation de certaines communautés sont entre autres sujets qu'il a abordés ici dans cet entretien avec Alpha Touré. Suivant. Bienvenue sur la ligne de front. Nous recevons M. Azarok Ag Inaborchad. Il est le deuxième vice-président de la plateforme des cadres et leaders Keltamachek pour la paix et l'unité nationale du Mali. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur cette émission, la ligne de front. Alors, monsieur Inaborchad, pourquoi avez-vous créé cette plateforme et quels sont ses objectifs? Merci, monsieur Touré, c'est ça. Cette plateforme, nous l'avons créée pour répondre à un besoin essentiel de sensibilisation, d'information, pour lutter contre la stigmatisation, les amalgames et pour mieux faire connaître la position de la majorité des Keltamachek qui ne sont pas forcément des gens qui sont portés à la violence. Quelle est cette position-là? C'est la paix et l'unité nationale. Okay.
Alors, quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour arriver à la préservation de cette paix-là? Les moyens, c'est essentiellement les médias. On va beaucoup utiliser les médias pour informer, pour sensibiliser. Je ne vais pas trop loin pour dire éduquer, mais c'est pour en tout cas porter un discours de non-violence, un discours d'unité nationale, de rassemblement et de paix. Nous avons déjà organisé le lancement, une conférence de presse pour le lancement de cette plateforme le 13 du mois passé. Nous avons déjà organisé un dîner avec le corps diplomatique au Mali. Nous avons déjà été reçus par pas mal de hauts responsables du Mali, dont le président de la République lui-même, pour porter en tout cas notre message de paix et d'unité nationale. Eh bien, quelle sera maintenant votre démarche à l'intérieur du pays en direction des populations keltamachèques au nom desquelles aujourd'hui vous parlez? Nous sommes déjà en train de penser à créer des relais au niveau des camps de réfugiés. Nous sommes en train de penser à créer des relais, ce qu'on a appelé des points focaux, au niveau des régions, au niveau des cercles et pourquoi pas au niveau des communes, pour justement généraliser et porter le discours le plus loin possible, de le partager avec le plus loin. Ce n'est pas exclusivement au Keltamachèque seulement, ça s'adresse à toute la communauté malienne et à toute la communauté internationale. Il existe une commission nationale qui s'occupe de la réconciliation, la commission dialogue et réconciliation. Il y a également d'autre part la création de certains groupes qui se réclament aussi du côté de la non-violence, comme le Haut Conseil de l'Azawad. Comment allez-vous travailler avec ces structures-là? Bon, nous avons applaudi pratiquement la création de la commission dialogue et réconciliation. Nous avons déjà été reçus par son président et nous avons exprimé notre disponibilité à travailler avec cette commission dans le cadre de la recherche de l'apaisement, de la paix et de l'unité nationale. Je crois que nous avons rencontré un bon accueil et une bonne disposition à travailler avec la plateforme. Par rapport aux autres groupes, nous avons dit, et cela est clair dans le document de base de référence de la plateforme, que nous travaillons et nous sommes prêts à travailler avec tout ce qui épouse nos idées de paix, d'unité nationale et de rassemblement. Voilà. En l'occurrence, le Haut Conseil de l'Azawad qui a été créé récemment et qui déjà enregistre des adhésions de personnalités qui ont quitté le MNLA, par exemple. Est-ce que vous avez... Bon, peut-être que ce qui nous générait là-dedans, c'est un peu la persistance de l'appellation Azawad, parce que ça continue d'apporter un distinguo que nous ne sommes pas... nous ne pensons pas que ça soit de mise. Nous pensons que c'est l'unité nationale du Mali tout court, avec ces régions de Kaï, de Kidal, de Tombouctou, de Gao, de Sikasso, de ceci et de ça. Sinon, bon, ce Haut Conseil, comme toutes les associations qui œuvrent dans le sens du rassemblement, de la paix et de l'unité nationale, nous sommes d'accord de travailler avec eux. Le président de la République a nommé il y a 24 heures un conseiller spécial qui sera chargé exclusivement du dialogue avec les groupes armés du Nord. Quel est le point de vue de votre plateforme sur cette question? Bon, je crois que le président de la République, il a toute la latitude, toute la souveraineté de nommer quelqu'un qui serait certainement à mesure de dialoguer. Et si cela apporte vraiment, disons, une évolution dans le sens de l'unité nationale, de la paix, du désarmement pacifique, je crois que ça sera une bonne chose. Et tous les Maliens vont applaudir. Vous connaissez le conseiller en question, quelle est votre appréciation? Je connais très bien Tchiblé Dramé, il est de notre génération.
C'est un leader pratiquement depuis l'enfance, parce que c'est quelqu'un qui a animé les comités de l'AM de l'époque. Il faisait partie des responsables, donc c'est quelqu'un qui a certainement un idéal patriotique assez élevé. Et je pense qu'il pourra, et il a assez d'expérience. Il a dirigé un ministère, c'est le ministère des Zones arides. Je crois qu'il a de bonnes idées. Peut-être que si les autres aident, parce que ça dépend aussi de l'autre partie, si l'autre partie aide, on espère que ça aille, Inch'Allah. Oui, votre dernier mot, si vous avez cet appel. L'appel au patriotisme, à l'unité nationale et au rassemblement, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Merci beaucoup d'être venu nous exposer votre point de vue. Merci, M. Touré. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour la ligne de front de ce week-end. Merci de l'avoir suivi et à très prochainement, Inch'Allah. Bonsoir.